Pic Média vous présente Volume, le podcast de nos rédactions bâtiments. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans les studios de Volume. Pour ce premier épisode, nous avons branché nos micros au cœur de l'action, au cœur de l'événement qui rassemble les professionnels de la construction. Vous l'aurez compris, j'ai nommé le Mondial du bâtiment. Sont avec moi Pierre Picher, rédacteur en chef de Génie climatique, et Julie Poitier-Canet, rédactrice en chef de Technique Bay. Quant à moi, je me présente, Adeline Dionisi, rédactrice en chef des revues Étanchéité Info et Bardage Info. 4 revues, 4 expertises que nous réunissons pour la première fois pour décrypter les enjeux du secteur. Pour ce premier épisode, nous avons choisi de nous pencher sur la rénovation énergétique des logements et plus spécifiquement des logements sociaux. Vaste sujet quand on sait que l'on en compte plus de 5 millions en France, 15 sur 2 à plus de 40 ans et que selon le ministère du Logement, 8% seraient des passoires thermiques. Alors, comment les bailleurs sociaux s'emparent-ils du sujet ? C'est ce que nous allons voir avec Marie Nguyen Koa, directrice environnement du bailleur social Logéocène. Marie Nguyen Koa, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour présenter rapidement Logéocène, vous me dites si je me trompe, mais vous êtes propriétaire d'un parc de 25 000 logements, localisé principalement sur l'axe de la Seine entre Le Havre et Rouen, et vous poussez un peu jusqu'à l'Île-de-France. Et la plupart ont été construits entre les années 60 et les années 80, donc à une période où les performances thermiques des ouvrages n'étaient pas forcément encore la priorité. Par conséquent, donc, les opérations de rénovation énergétique, vous êtes, j'imagine, en plein dedans. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont vos objectifs, tant en termes d'obligations légales en fait, que de stratégie patrimoniale ? En effet, on a un parc qui est relativement ancien et qui a besoin d'être réhabilité. Donc, depuis les années 2000, on a déjà réhabilité un quart de notre patrimoine. Et on a un programme encore de 3500 logements à réhabiliter jusque 2030 environ. Ce programme répond à plusieurs obligations. La première, c'est celle que nous fixe l'État de résorber l'ensemble des passoires énergétiques. Donc, l'État fixe l'éradication des étiquettes E pour 2034. Nous appartenons au groupe Action Logement Immobilier qui, lui, a décidé que nous aurons une longueur d'avance sur cette obligation réglementaire et que nous aurons éradiqué l'ensemble de nos étiquettes E en 2030. Donc, pour ce faire, évidemment, on a un plan stratégique de patrimoine qui est organisé essentiellement autour de la décarbonation, mais aussi autour d'autres enjeux qui sont ceux de l'accessibilité du patrimoine et de la végétalisation de ce patrimoine. Quand on rénove énergétiquement un logement, on pense en premier lieu isolation. Donc est-ce que ça fait partie des gestes évidemment prioritaires que vous mettez en place ? Et est-ce que parmi les techniques d'isolation qui existent aujourd'hui, l'isolation par l'extérieur, quand c'est des grands logements collectifs, ce sont des dispositions techniques que vous privilégiez ? En effet, on a 85% de notre parc qui est en collectif. Et l'isolation par l'extérieur, c'est celle qui est la plus efficiente pour rénover le patrimoine quand c'est possible. On a aussi du patrimoine qui est situé en zone architecte des bâtiments de France. Là, on doit réfléchir. Donc il y a des contraintes. On a des contraintes architecturales qui nous obligent à réfléchir différemment. Mais la plupart du temps, c'est l'isolation thermique par l'extérieur que nous utilisons qui nous permet d'avoir un gain d'étiquette important et rapide. Cette isolation par l'extérieur, vous la protégez avec quoi ? Plutôt de l'enduit, plutôt du bardage ? Est-ce que ça dépend ? Alors ça dépend. On a des contraintes financières de l'opération parce qu'elles ne sont pas toutes identiques. Ça dépend des contraintes architecturales du quartier aussi. Si on a un quartier majoritairement briques, effectivement, on ne va pas se contenter d'enduit, on va rajouter un bardage briquette. On va avoir aussi différentes sortes de bardages en fonction aussi des contraintes architecturales qui nous ont imposées et de l'histoire des quartiers aussi. Pour différencier les quartiers les uns avec les autres aussi, on aime introduire un peu de l'identité, de richesse architecturale à des bâtiments qui des fois n'en ont pas trop ou par leur similitude les uns avec les autres. Donc, on aime démarquer le patrimoine. En termes de matériaux, est-ce que, parce qu'on parle beaucoup du bois, est-ce que en termes pour les procédés de bardage, est-ce que vous privilégiez par exemple les ossature bois ou même les bardages bois ou en termes d'isolants, est-ce que les matériaux biosourcés, alors même si en bardage ça reste encore peut-être plus anecdotique, mais est-ce que vous y réfléchissez ? Évidemment, ça fait évidemment partie d'une politique générale de décarbonation de notre acte de construire et de réhabiliter. On réfléchit énormément. On utilise traditionnellement laine de verre, laine de roche, mais de plus en plus on s'oriente et on cherche à orienter nos opérations vers des matériaux biosourcés, vers du réemploi quand c'est possible, vers des matériaux recyclés quand c'est possible. C'est vraiment une tendance lourde dans notre secteur. Et l'enveloppe, donc il y a la façade, mais aussi il y a les toitures, et notamment les toitures terrasses. Les travaux d'isolation, ils les concernent aussi ? Alors quand on a effectivement une rénovation thermique d'ampleur,
On traite 9 fois sur 10 la terrasse, sauf si elle a fait l'objet d'une rénovation plus récente. Mais on aime faire les choses en même temps pour pouvoir les dater facilement. Et effectivement, quand on refait l'étanchéité, on rajoute une couche d'isolation. C'est l'occasion qui fait le larron. Alors on a parlé pas mal enveloppe, on va parler un peu équipement et chauffage. Lorsque vous abordez ces rénovations, est-ce que sur les questions de mode de chauffage, vous cherchez avant tout à économiser l'énergie ou est-ce que vous avez aussi l'ambition de décarboner ? Comment vous prenez ces deux sujets ? Parce que finalement, on pourrait tout à fait économiser sans décarboner. On peut économiser sans décarboner et ça arrive. Ça arrive qu'on fasse des réhabilitations où on ne décarbone pas le mode de chauffage, on se contente de l'efficacité énergétique du mode de chauffage employé, donc de consommer moins, de consommer mieux aussi en permettant aux habitants de maîtriser leur consommation et d'être acteurs de leur consommation par des dispositifs de régulation de chauffage individuels, quand le chauffage est collectif. Mais évidemment, quand c'est possible, on saisit toutes les opportunités pour pouvoir décarboner les modes de chauffage. Ça veut dire pompe à chaleur, réseau de chaleur Ça veut dire en priorité les réseaux de chaleur, parce que c'est des infrastructures qui sont aujourd'hui, même si on sait qu'elles sont de façon assez inéquitable décarbonées, on sait qu'elles vont se verdir dans les années à venir et donc les raccordements réseau de chaleur sont une grande priorité pour nous, mais aussi les pompes à chaleur dans les logements individuels pour le coup. Les chaudières gaz individuelles dans le collectif, on n'a pas encore trouvé de solution complètement adaptée pour pouvoir décarboner efficacement les systèmes. En revanche, quand on a des pavillons avec des chaudières gaz, là, la pompe à chaleur est toute trouvée. Oui, c'est beaucoup l'énergie de départ qui fait finalement. Vous dites, les murs à gaz, on n'a pas tellement de solutions. Le tout électrique, pareil, vous n'avez pas beaucoup de solutions. Donc finalement, c'est dans le gaz collectif qu'on a le plus de latitude pour faire évoluer le système. Tout à fait. C'est dans le gaz collectif, c'est là qu'on a le plus de latitude, à la fois pour décarboner, mais aussi pour améliorer la capacité de maîtrise des consommations, qui est aujourd'hui quasiment nulle au fait, dans le parc collectif. Alors la combinaison de ces travaux, isolation et chauffage, fait sur le papier diminuer les consommations énergétiques de l'ouvrage. Une fois que ces travaux sont achevés, est-ce que vous vérifiez si ces économies sont effectives ? Alors oui, on le vérifie parce que c'est très important. On engage des sommes importantes dans des réhabilitations. C'est entre 50 et 70 000 euros par logement pour une réhabilitation thermique correcte. On se doit aujourd'hui de vérifier que cet argent est bien alloué et donc qu'on a des résultats. À combien est-ce que vous estimez les économies d'énergie après travaux ? Alors il y a toujours un delta entre ce que nous annoncent les bureaux d'études thermiques au moment de l'étude et ce qu'on a réellement. Aujourd'hui, et c'est de toute façon un chiffre qui est faux, ce que je vais vous donner, puisqu'il dépend de l'état de départ du bâtiment qui était lui-même plus ou moins isolé en fonction de ce qu'on rajoute et de l'âge du capitaine. Mais on a entre 20, 30, 40, on peut arriver à 50% sur une opération bien conçue en conception-réalisation qui implique dès le départ un prestataire de chauffage. On peut aller très loin. Alors, on sait qu'il n'y a pas que les factures qui comptent, il y a aussi le confort des occupants. Est-ce que vous réalisez des enquêtes de ressenti auprès des occupants des logements ? Alors, pas de façon complètement officielle aujourd'hui. Néanmoins, quand on fait les opérations de vérification, j'ai envie de dire, de la baisse des consommations effectives de nos immeubles, une fois réhabilités, on se fend d'une petite enquête auprès de nos agents de proximité pour voir s'il y a eu un ressenti des habitants qui a évolué, s'il y a des plaintes des habitants, si effectivement la consommation a diminué, si le ressenti est toujours au rendez-vous, ou si au contraire il y a des améliorations nettes qui ont été ressenties. Alors on parlait de confort, même si la Normandie n'est pas la région la plus chaude de France, est-ce qu'aujourd'hui il y a une prise de conscience sur le confort d'été ? Est-ce que ça devient un sujet ? Et est-ce que les occultants sont maintenant utilisés comme des protections solaires qui seraient motorisées, voire même automatisées ? Alors, la protection solaire, ça devient un vrai sujet, effectivement. On connaît de plus en plus de jours de chaleur l'été, même en Normandie, et notamment dans les grandes villes que sont Le Havre et surtout Rouen. On a un vrai sujet confort d'été. Les occultants font partie d'un plan, je vous parlais au départ d'un plan stratégique de patrimoine. On insère dans ce plan stratégique de patrimoine un plan volet pour équiper de volets toutes les pièces exposées, notamment au sud. Néanmoins, la motorisation et encore plus l'automatisation de ces occultants, c'est pas quelque chose qui est à l'ordre du jour pour nous aujourd'hui. La motorisation dans un objectif d'accessibilité l'est, et à certains endroits, sur certaines opérations. En revanche, la généralisation de la motorisation, ce n'est pas quelque chose qui est forcément à l'ordre du jour aujourd'hui, dans la mesure où les coûts de maintenance sont encore assez incertains
On a un vrai enjeu à maîtriser l'enveloppe de la maintenance qui est affectée à nos locataires. Vous parlez de volets. On sait qu'aujourd'hui, les volets, l'inconvénient entre guillemets, c'est que c'est jour ou nuit. Est-ce que vous mettez en place d'autres produits, je pense aux brise-soleil, qui permettent de garder un confort visuel pour les occupants, même en période de canicule ? On commence, comme je vous le disais, c'est un sujet émergent pour nous. Les brises-soleil, on commence à en avoir sur certaines opérations en réhabilitation. Sur des opérations neuves aussi, on en a, parce que la RE 2020 nous contraint à prendre en compte davantage le confort d'été. Mais sur des opérations en réhabilitation, on peut avoir ce genre de choses. Pour que le confort soit optimal, il faut une bonne utilisation des protections solaires. Ça marche aussi pour le chauffage d'ailleurs. Est-ce que vous apprenez aux occupants à bien utiliser le bon produit au bon moment ? Est-ce qu'il y a une pédagogie qui est mise en place ? Alors pas encore, mais c'est un vrai sujet dans la mesure où on a depuis plusieurs années un plan canicule. Et dans ce plan canicule, on propose l'utilisation des volets quand il y en a, de l'aération le matin, le soir, sur les bonnes pratiques. Mais on communique encore assez faiblement sur ces sujets-là dans la mesure où tous nos groupes ne sont pas équipés de volets et que c'est difficile de faire une communication ciblée sur certains usages alors qu'ils ne sont pas généralisables dans l'immédiat. La rénovation énergétique dont on parle depuis le début, c'est aussi l'occasion de produire de l'énergie. Le photovoltaïque s'invite partout. Il est aussi dans vos projets, vous inscrivez du photovoltaïque dans la rénovation de vos logements sociaux ? Évidemment, c'est un levier intéressant de décarbonation de notre patrimoine, notamment sur l'eau chaude sanitaire. On a la production d'eau chaude sanitaire solaire qui est à l'ordre du jour, mais le photovoltaïque, on l'a aussi sur la production d'électricité pour nos parties communes. Et on est en train de l'étudier avec Action Logement pour l'avoir aussi sur la facture de nos habitants. Des panneaux photovoltaïques, soit sur des ombrières de parking, soit sur nos terrasses, pour pouvoir en faire bénéficier en autoconsommation nos habitants. Donc il y a des montages juridiques qui permettent effectivement aux habitants de profiter directement de l'électricité produite. Tout à fait. Alors c'est encore expérimental, mais on a un assistant à maîtrise d'ouvrage missionné par Action Logement Immobilier qui réfléchit sur l'ensemble des terrasses des bailleurs d'Action Logement Immobilier pour justement avoir un plan solaire qui ressemble à quelque chose de fiable et de grande ampleur pour pouvoir mutualiser un certain nombre d'investissements et en faire profiter directement nos habitants. Et alors justement, donc la pose de panneaux photovoltaïques en toiture, évidemment, c'est une solution. Par contre, ça peut quand même pas se mettre partout. Il y a certaines contraintes techniques sur les toitures qui peuvent empêcher leur pose. Donc, est-ce que l'étanchéité est compatible, l'isolant est compatible, etc. Est-ce que dans vos opérations de diagnostic, en fait, dans un objectif de rénovation, vous regardez systématiquement si on peut en mettre ? Non, on ne regarde pas systématiquement si on peut en mettre, mais c'est néanmoins une volonté très forte que de développer ces sujets-là, dans la mesure où ce n'est pas seulement une opération énergétique, ça peut être aussi une opération liée à la végétalisation de toits terrasses, ça peut aussi être lié à une différente occupation des toits terrasses. Et donc on a un enjeu un peu différent d'utilisation des panneaux photovoltaïques. L'idée, c'est vraiment de le coupler à d'autres usages et de pouvoir avoir des réhabilitations complètes sur différents usages. C'est une volonté de votre part de donner un usage aux toitures, donc végétalisation, accessibilité, pourquoi pas agriculture urbaine ou ce genre de choses, dès que c'est possible en fait ou... Dès que c'est possible, non, parce que si on réhabilite 3500 logements d'ici 2030, c'est vraiment un coût en investissement trop important et trop fort pour de l'expérimentation, de généraliser dès aujourd'hui, mais néanmoins, on va avoir des opérations expérimentales avec ce genre de sujet. Oui. Vous avez déjà des projets en cours ou... Alors on a un alternant, un chargé de mission en alternance qui phosphore sur des potagers en toit terrasse et qui y tient beaucoup. Donc je pense qu'il nous fera une faisabilité très prochainement. Il existe des axes de développement pour aller plus loin dans les rénovations performantes parce que finalement, il n'y a pas que la thermique dans la vie. Ou plutôt, on réalise bien aujourd'hui qu'elle ne suffit plus pour envisager un habitat durable. Le confort d'été, le bas carbone, les énergies renouvelables, la nature en ville, donc avec la végétalisation, prennent de plus en plus de poids et c'est tant mieux. Merci Madame Nguyen Koa d'avoir été avec nous. Merci Julie, merci Pierre. Merci à tous. Et merci à tous de nous avoir écoutés. À bientôt. C'était Volume, le podcast des rédactions bâtiments de PIC Média. PIC Média, informer les professionnels.